Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dernier Jeux C'était Podcast de l'année, le 81e de la saison 2024. Et pour clôturer cette saison en beauté, en apothéose, devrais-je dire, eh bien je suis en compagnie d'un invité que vous adorez écouter dans ce podcast, une ancienne gloire du tennis belge, ex-30e joueur mondial. Il n'a plus le physique pour jouer, mais il entraîne formidablement bien. Il est le nouveau coach de Zizou Bergs. L'inimitable Christophe Vliegen est avec nous. Salut Christophe. Bonjour. Merci d'accepter de venir pour la 3e fois de la saison dans Jeux C'était Podcast. Merci pour l'invitation. C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec toi. Aujourd'hui, nous allons ensemble faire un peu le bilan de l'année 2024 sur le circuit ATP. Quels sont les joueurs qui se sont illustrés, les moments qui ont marqué l'année côté messieurs. Voilà le programme. J'avais fait le bilan de l'année WTA en compagnie de Philippe Dehaze, mais c'est un numéro qui est disponible uniquement pour mes abonnés, car comme vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, j'ai lancé il y a quelques jours ma campagne de financement participatif sur SupportingCast. Cette plateforme permet aux créateurs de contenu d'être soutenus financièrement pour leur travail. Alors si vous avez envie de m'accompagner dans cette démarche, ce serait très encourageant. 4,99 € par mois, c'est l'équivalent d'une bière spéciale, et en échange vous aurez accès à des épisodes exclusifs, à des live chats de questions-réponses en compagnie des experts qui m'entourent. Qui sait, Christophe répondra peut-être un jour aux questions que vous vous posez sur l'actu du tennis ou même sur votre jeu. N'hésitez pas donc à rejoindre cette belle communauté de Jeux 7 et podcasteurs. Merci à vous tous qui m'avez déjà rejoint depuis le lancement. Et puis, comme en ce moment j'offre 3 mois gratuits à tous les fidèles auditeurs qui me suivent, eh bien envoyez-moi juste votre adresse email par message et voilà, vous pourrez profiter du numéro que j'ai enregistré avec Philippe. Voilà, le décor est planté, Christophe, il fallait que je le dise. Il n'y a pas de problème. Et on peut y aller, t'es prêt ? Tout à fait. Je suis prêt, oui. Mais j'ai pas aimé le fait que j'ai plus la capacité physique. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. C'est l'âge qui a fait que. Et quoi, tu pourrais encore jouer un grand chelem ou quoi ? Non. Je l'ai jamais su jouer, donc c'est pas maintenant que ça va venir. Donc j'ai jamais bien joué encore un grand chelem, donc c'est pas maintenant que ça va aller. Ça va commencer. Non. Merci Christophe d'être fidèle au rendez-vous, de m'être fidèle comme d'habitude. Avant de se pencher un peu sur l'année 2024, comment s'est passée cette préparation hivernale aux côtés de Zizou ? Elle a déjà commencé plus tôt que je le pensais. Donc ça fait depuis le 20 novembre, je suis occupé avec lui. Bon, ça va faire 1 mois. Mm-hmm. Il y a encore 2-3 jours d'entraînement, de préparation. Mais ça a l'air d'aller. Je trouve que ça s'est bien passé. Je pense que l'équipe qu'il a autour de lui et qu'il avait déjà, on n'a rien changé. Juste que moi, j'ai essayé de donner mes petits plans, mes petits accents. Mm-hmm. Et ça, on va voir un peu combien de temps il va mettre pour mettre tout en place. Mais je pense que c'est en bonne voie, ouais. Tu as déjà travaillé beaucoup sur le visionnage des matchs qu'il avait pu faire en 2024 et tu travailles déjà comme ça préalablement ou pas Moi, j'ai regardé ces matchs de 2024, surtout à la fin. Donc, on va dire les 7, 8, 9 derniers matchs, je les ai regardés quelques fois. Parce que c'est la bonne surface pour préparer, on va dire, les 4 premiers mois de l'année. Donc, ça, j'ai regardé. C'est de là aussi que je suis parti quand il m'a appelé la première fois. C'est là que j'ai commencé à regarder ses matchs pour voir un peu où je pouvais peut-être l'aider, parce que si j'estimais que je pouvais pas l'aider, j'aurais pas accepté le défi. Donc je pense que je peux l'aider dans certaines choses. J'ai regardé les matchs un peu qu'il a fait, j'ai regardé un peu les plans tactiques qu'il avait, ce qu'il a fait contre des adversaires, et je suis un peu parti de cette base là. Et j'essaie d'améliorer ça. Et je rappelle que Christophe était le coach de Talon Greek Sport, bien entendu, qu'il a mené à la 40e place mondiale. Meilleur classement, c'est 21. Waouh. 21e mondial. Et puis si vous voulez savoir comment Christophe a envie de travailler avec Zizou, je l'avais rencontré il y a 3-4 semaines d'ici à Wilrijk, où on avait discuté de ça. Donc vous pouvez retrouver ça dans le flux des podcasts sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Vous pourrez avoir un meilleur aperçu de tout ce qu'il m'avait déjà raconté. Je ne vais pas lui demander de se répéter. Par contre, par rapport à l'Australienne, la surface, elle est bien pour Zizou? Je pense que toutes les surfaces sont bien pour Zizou. Je pense que le danger aujourd'hui pour Zizou, c'est un peu de lui-même. Je pense qu'il est un peu à la découverte, parce que moi je dis toujours il a 25 ans, mais il est nouveau sur le circuit. Donc je pense qu'il va découvrir le circuit maintenant avec son classement. Avec son classement. Il va faire
j'ai envie de dire, enfin, tous les Master Series, tous les grands chelems, il sera un peu tranquille, il sera tableau final partout. Sauf évidemment s'il commence à perdre des matchs et il perd un peu de classement, mais ça, je pense jamais à ça. La surface en Australie, normalement, elle doit être bien pour lui, ouais, parce que ça va. L'année passée, en tous les cas en 2024, c'était assez rapide. Maintenant, s'il joue sur le Central Consigner, la surface va pas être bonne pour lui parce que là, elle est beaucoup plus lente. Mais si tu joues sur le terrain numéro 7 ou 8, 9, où il y a le plein soleil, bah, ça va aller un peu plus vite. Donc, je pense que c'est surtout un joueur de savoir s'adapter au plus vite possible. Et je pense que Zizou, c'est quelqu'un qui peut s'adapter. Je pense aussi que chaque joueur, ça peut un peu le stresser de savoir la surface, si elle va vite ou moins vite. Mais ça va aussi dépendre un peu dans quelles conditions il va y arriver, s'il se sent bien, s'il est un peu en confiance, oui ou non. Donc je pense que c'est plutôt ça. Mais la surface, je ne me pose pas la question. Ça sera à moi de trouver de toute façon les failles des adversaires et de le mettre en bonne condition. Oui, et puis il y a les conditions extrêmes aussi en Australie. L'année passée, il avait dû abandonner. C'était à l'époque où il crampait beaucoup. Et entre-temps, il a trouvé les solutions. C'était notamment en Coupe Davis l'année passée. Il a été en contact avec des médecins qui ont pu trouver un moyen de lui faire qu'il n'ait plus vraiment ses problèmes physiques. Là, il s'y prépare déjà. Bah oui, je pense que ça se prépare physiquement, ça se prépare aussi mentalement. Moi, j'y étais l'année passée quand c'est arrivé le dernier tour qualif. J'étais avec Yannick Mertens, on regardait le match et on a vu ça commençait très tôt les crampes, mais comme tu dis, bah, il a trouvé la faille, il a été trouvé des médecins qui l'ont aidé. Donc depuis qu'il sait ce qu'il doit faire pour moins cramper ou moins vite cramper, bah, ça a l'air d'aller mieux. Évidemment, en Australie, je pense que c'est quelque chose que ça va aussi jouer dans sa tête. Oui, parce qu'il y a les conditions qui sont... Les conditions seront les mêmes, sauf si maintenant il va jouer le soir ou quelque chose comme ça. Mais si maintenant il se trouve à 13h en plein soleil, bah oui, ça peut arriver, mais je pense qu'on a tout mis en place, ou lui il a déjà tout mis en place depuis des mois. Moi maintenant ça fait 1 mois qu'on y travaille. Je pense qu'on a fait quelques séances aussi qui durent plus longtemps que 2 heures. Aussi ça, ce qu'il sait manger, ce qu'il sait boire, etc., etc. Donc il sait exactement combien il doit boire par heure quand il transpire beaucoup. Donc on va limiter la casse. Moi, je vais essayer de ne pas y penser là-bas. Mais c'est pour ça aussi que j'ai dit que le préparateur physique doit absolument être avec nous. Ou quelqu'un de l'équipe avec qui il travaille depuis plusieurs années. Il n'était pas là l'année passée? Non, il était juste Ruben était là. Okay. Donc moi je trouve ça très important que quelqu'un soit là aussi, qui connaisse beaucoup mieux que moi. Moi, ok, je vais le découvrir à l'étranger. Ça fait 1 mois maintenant que je le vois tous les jours, je le parle beaucoup. Mais bon, en tournant, c'est pas toujours la même chose. Moi, je dois savoir faire mon boulot. Et j'ai pas envie de me concentrer sur d'autres choses. Et je pense que c'est pour ça que le rôle d'un préparateur physique ou préparateur mental est très important. Pour le mettre à l'aise, bon, moi je le mettrai à l'aise et tout ça. Moi je suis là en étant entraîneur technique. Évidemment, je connais le stress, je sais ce que ça peut faire. Je sais que c'est pas évident de le gérer, mais je pense aussi qu'à partir du moment que Zizou sera aussi avec une autre personne de confiance qu'il connaît depuis longtemps, ça va faire... Ça va décharger déjà chez lui. Ça devrait déjà décharger. Maintenant, lui m'a déjà dit qu'il n'a jamais pensé à ça encore au niveau des crampes, tout ça, donc c'est une bonne chose. Tu disais que tu lui parlais beaucoup pendant ce mois-ci. Il est à l'écoute, ça clique bien entre vous ? Il est beaucoup à l'écoute. Je suis même étonné par rapport à ça. Maintenant, je pense qu'après 2-3 séances, on a parlé la première fois. Ok, comment ça se passe, comment tu te sens. Je parlais jamais de tennis. Je parlais un peu de lui, comment il se sentait, le fait que j'étais à côté de lui, que je lui parlais, que les choses que je lui disais, est-ce que ça lui plaisait, oui ou non, ou il trouvait ça bizarre, ou certaines choses comme ça. Donc, je pense qu'on a tous les deux trouvé après quelques jours que ça se passait bien. Je lui parle beaucoup, mais je lui donne un peu, on va dire 2-3 points sur lesquels il doit se concentrer pendant l'entraînement, et après je lui fous un peu la paix avec ça. Pas de trop, quoi. Non, par contre, si je m'écoutais moi-même, je donnerais beaucoup plus d'infos, mais lui, il m'a demandé de donner 2-3 conseils avant l'entraînement, il va se concentrer là-dessus. Alors que moi, avec le passé, avec les joueurs que j'ai travaillé, je donnais toutes les infos dès que je voyais quelque chose. Mais Zizou m'a directement dit que ça faisait trop. Et donc voilà, ça c'est très bien. Je pense que la conversation entre Zizou et moi, elle est très ouverte. Je pense que dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, que ce soit moi ou lui, on le dit directement. Je trouve ça très important d'avoir une discussion ouverte, et je pense aussi que c'est comme ça qu'on va s'améliorer tous les deux. Et donc tu as hâte de partir pour cette tournée australienne? Moi je suis prêt, Moi je suis prêt à partir, Je pense qu'à un moment donné, un joueur aussi, il a envie de partir après, on va dire 4-5 semaines de préparation.
l'impression, lui, il a envie de partir. Moi, j'ai aussi envie de voir si le travail, ce que j'ai fait, est-ce que ça va changer quelque chose, oui ou non. J'ai envie de voir contre les étrangers, ce que ça va donner. Est-ce que son classement va s'améliorer, oui ou non? Bon, moi, j'estime que oui, mais après, c'est toujours lui qui joue. Ouais. Et vous partez quand? On part le 25 décembre. Ah ouais, le jour de Noël, quoi. Le jour de Noël. Et si ça dépendait de moi, je serais déjà parti plus tôt. Mais ouais, je serais déjà parti plus tôt. Mais bon, il joue le 30, donc on a le temps, je pense. Il va jouer à Canberra avant ou... Non, on va à Hong Kong. Ah oui. On fait Hong Kong, on fait Auckland et on fait l'Open d'Australie. Ah oui. Et donc Hong Kong, ça tombe bien parce que c'est qu'à un vol de 11 heures. Ouais. Donc décalage horaire, c'est 7 heures. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de partir que le 25. Donc tu vas pouvoir digérer un peu tes huîtres dans l'avion. Je les mange pas les huîtres, mais je prendrais même pas le risque. Je prendrais même pas le risque de les manger. J'ai pas envie de tomber malade dans un avion, ça. Je mangerai pas. Pour revenir sur le bilan de l'année 2024, cette saison, elle a été marquée par une transition significative avec la fin de l'hégémonie du légendaire Big Three, puisque Rafael Nadal a pris sa retraite et Djokovic a sauvé une saison sans le moindre titre, avec la seule victoire qu'il manquait encore à son palmarès, une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais ces trois monstres ont laissé place à l'émergence de nouveaux talents, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Ces deux-là ont clairement dominé le circuit. 2 grands chelems chacun, l'Australian Open et l'US Open pour Yannick Sinner, Roland Garros et Wimbledon pour Carlos Alcaraz. Ça y est, Alcaraz et Sinner sont installés dans le siège de ceux qui s'en sont allés, selon toi? Oui, je pense que les deux là, ils vont peut-être un peu être au-dessus des autres pendant un certain temps, mais j'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas trop d'avance non plus. Alcaraz, il a gagné ses 2 grands chelems, mais pour une raison ou l'autre, j'ai l'impression qu'il a moins faim. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il se concentre maintenant que sur les plus gros tournois, alors que quand tu débutes ta carrière, tu te focalises sur toutes les semaines. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Sinner, lui, il a l'air d'être parti. Ouais. Je pense que ça devient même un peu chiant. Quand lui joue et il gagne, j'ai l'impression. Donc il perd très très peu. Mais j'ai quand même l'impression, un mec comme Zverev, il va pas être loin de gagner son grand chelem. Je sais pas pourquoi je le dis, mais j'ai fait un podcast au début de la semaine en flamand et j'ai dit que Zverev allait gagner l'Australie. Et je ne sais pas du tout pourquoi je le dis, mais il me semble qu'il est tellement proche, qu'il lui faut tellement peu que j'ai l'impression qu'il va le faire. Écoute, on va parler de Zverev juste après. Je vais juste rappeler à mes auditeurs un peu le palmarès de la saison exceptionnelle de Sinner. Il a terminé l'année numéro 1 mondial, comme tu disais, il a marché sur tout le monde. Il a remporté 8 titres cette saison, dont l'Open d'Australie contre Medvedev, l'US Open contre Taylor Fritz, les Masters de fin d'année aussi contre Fritz et la Coupe Davis avec l'Italie, affichant un impressionnant bilan de 73 victoires pour seulement 7 défaites. Les seuls joueurs à avoir battu Sinner en 2024 sont Alcaraz, 3 fois, Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev et Rublev en quart de finale à Montréal. Évidemment, sa saison a été entachée par une controverse liée à un contrôle antidopage positif au Clostebol au mois de mars. Bien qu'il ait été blanchi pour contamination involontaire, l'Agence mondiale antidopage a fait appel de cette décision, laissant planer une incertitude sur son avenir. La décision devrait tomber après l'Australian Open. J'aimerais évidemment avoir ton avis sur cette question de dopage. La seule chose que moi j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que je me pose la question comment il a eu son procès aussi rapidement et que ça a été, on va dire, derrière les portes fermées. Je pense que Alep, elle a dû attendre 2 ans pour quelque chose. Parce qu'il a interjeté appel simplement. Oui, et donc... Dans les 10 jours. Et donc oui, donc ça c'est quelque chose, évidemment, moi j'estime que le produit sur lequel soi-disant il a été pris pour dopage, si j'ai bien compris, le produit ne devrait pas faire trop d'effet. Donc maintenant, je sais que ça ne fait pas une bonne pub pour le tennis. Maintenant, c'est pas à moi de dire quoi que ce soit là-dessus. Je pense que c'est les gens, c'est l'ITF, c'est l'ATP, c'est le WADA qui vont s'en occuper. En général, quelqu'un qui est pris pour dopage, peu importe le produit, il y a un minimum de temps de suspension. Est-ce qu'ils vont donner 3 mois, 6 mois, 9 mois ou plus? Je n'en sais rien, je connais pas assez bien le dossier, donc c'est très compliqué. Maintenant, je dis juste que pour les tennis, c'est pas top que le numéro 1 mondial soit pris pour dopage, que ce soit ATP ou WTA. Tu crois que sa réputation pourrait en souffrir?
Moi, j'ai pas l'impression. J'ai juste eu l'impression que oui, mais moi non plus. À l'US Open, je sais qu'il s'est fait huer la première fois quand il est monté sur le central par les Américains. Mais après, j'ai rien entendu par rapport à après, quand il a joué quelque part, que j'ai pas eu l'impression qu'en Coupe Davis, il s'est fait siffler ou au Masters, il y a eu quelque chose. Non, mais il était chez lui aussi. Ouais, la Coupe Davis était chez lui. Ouais, non, c'est en Espagne. L'année passée, c'est en Italie. Donc je crois que j'ai l'impression que ça va. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse le plus ou que ça me fait plus peur, c'est que la réputation du tennis prend un petit coup. Que lui prend un petit coup, peu importe la raison, que ce soit le preuve physique ou que ce soit les kinés ou que c'est lui-même qui a fait quelque chose de mal, il faut assumer. Maintenant, depuis qu'il a été pris pour dopage, son staff médical a changé. Maintenant, si on peut croire la raison ou quoi, je sais quand même que sur la boîte de crème, c'est quand même mis en grand que c'est du dopage, donc c'est quand même étonnant que ce mec l'a utilisé. Il ne savait pas qu'il avait une entaille sur le pied. Oui, donc ça c'est l'explication qu'on donne, mais est-ce qu'il faut croire, il faut pas croire je pense que c'est aux gens qui font leur boulot. Moi je vais pas me concentrer sur ça. Je pense que je vais me concentrer sur mon joueur et c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Oui. Bon, il y en a qui réagissent un peu plus virulemment quand tu regardes ce que Kyrgios a déclaré. Lui, c'est déjà la guerre, quoi. Oui, lui, c'est la guerre, évidemment. Je lis ça aussi, mais que Sinner a été pris pour dopage et qui va être suspendu 1 an, 3 mois ou 2 ans, ça va faire une place pour Zizou, entre guillemets. Et bon, ça m'intéresse pas une place. Donc, moi, mon boulot, c'est aujourd'hui de le mettre le plus vite possible, peut-être des séries dans un grand chelem, par exemple. Et donc, que ce soit Sinner qui est premier mondial au Alcaraz ou Zverev, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Moi, je me concentre sur mon joueur et le reste, c'est pas très important pour moi. Coucou, je voulais quand même avoir ton avis. Merci de me l'avoir donné. Avec plaisir. Et alors, tout à l'heure, je voyais que tu me faisais une drôle de tête quand j'évoquais les joueurs contre lesquels Sinner avait perdu. Au GLA-Sim, il l'a gagné quand contre Sinner? C'était où? En quart de finale. Ah oui, non, mais attends, c'était sur WO. Voilà, elle me disait bien. Ça, c'est la semaine qu'il a eu 2 WO au GLA-Sim. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il en a 20, sinon il aurait été déjà bien loin, lui. Tu penses que... Là, c'est 600 points. Je pense qu'il a eu un abandon à 2 WO cette semaine-là. Pour faire finale dans un Masters Series, ça fait 600 points. Je dis pas qu'il n'aurait jamais pu, mais je le vois quand même pas battre les joueurs qu'il a eu là. Non, il était donc pas 600 points, je pense que si tu enlèves 600 points à Félix au niveau de l'année, je pense qu'il va se retrouver 45-50. Écoute, par cœur, je serais incapable de te dire. Je connais les points. Je connais le fonctionnement. Au niveau points, au niveau résultat, il faut venir de loin pour me battre, je pense. Te caler, ok. Alors, Carlos Alcaraz, on en parlait puisqu'on a parlé de Sinner et Alcaraz. Donc, avant de parler de Zverev, je parle d'Alcaraz. Je rappelle juste au niveau des grands chelems, donc à l'Open d'Australie, il a atteint les quarts de finale, son meilleur résultat à Melbourne, avant de s'incliner face à Zverev en 4-7. À Roland-Garros, il a remporté son premier titre en battant Zverev en finale en 5-7. À 21 ans, il est devenu le plus jeune joueur masculin à remporter un titre majeur sur les 3 surfaces principales, dur, terre battue et gazon. À Wimbledon, il a défendu avec succès son titre en battant Djokovic en finale en 3-7, réalisant par la même occasion le Channel Slam en remportant Roland-Garros et Wimbledon la même année. Et puis à l'US Open, là, il a un petit peu déçu contre Botic van de Zandschulp, que tu connais bien. Tout à fait, maintenant que tu le dis, Et ça, c'était vraiment... J'y étais. T'étais là, c'était sa plus grosse... c'est sa sortie la plus précoce en Grand Chelem depuis 2021. Van de Zandschulp méritait ça? Oui, parce qu'il a gagné le match. Je veux dire, quand tu gagnes un match, tu mérites. Mais je pense qu'Alcaraz a eu un petit coup au moral quand même quand il n'a pas gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques, je pense. Ça, j'ai quand même eu l'impression que ça l'a un peu traîné, entre guillemets. Pas au niveau tennis, mais au niveau cerveau. Et c'est normal, quand tu es aussi jeune que ça, tu gères autant de pression, etc. Que c'est déjà depuis quelques années, parce qu'il est le numéro 1 mondial, le plus jeune, tout le monde commence à le comparer à tout le monde, au meilleur. Donc c'est logique que ce garçon-là aussi, à un moment donné, un petit coup de mou qu'on appelle ça, mais... Bon, après, quand j'ai dit au début du podcast que j'ai dit que je pensais qu'il allait être un peu plus loin, quand j'entends ça, j'ai l'impression que je me suis un peu trompé. mais après, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il manque un peu de fin ou... qu'il a une saison, on a l'impression qu'il a une saison mitigée. Alors qu'il a gagné 2 grands chelems et presque tout gagné qu'il peut gagner. Il a défendu son titre à Indian Wells. Donc c'est impressionnant, je dirais. En fait,
ce que j'ai dit au début, je tiens à le dire, ou je continue à le dire, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi je le dis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer chez lui, et c'est pas plus mal pour lui, parce que je pense aussi qu'après, il va jamais sortir des 5 meilleurs mondiaux. Je dirais, il sera toujours là, il va battre plein de records, il va gagner plein de grands chelems. C'est un des gars qui peut aller chercher les grands chelems de Djokovic, je pense, avec les années qui vont venir. Ce que je voulais encore ajouter, c'est que il a été le premier joueur de l'histoire de l'ATP à remporter un titre ATP 500 sur chaque surface. Ça, il l'a déjà fait, ça aussi. Battu, gazon dur, il a déjà fait ça aussi. Donc tout ce que j'ai dit au début, tu coupes. Donc, tu enlèves tout ça. T'assumes. Hein. Tu enlèves 10 minutes du truc, on continue pendant 10 minutes, on fait autre chose. Parce que t'es pas le premier à avoir l'impression qu'il n'a pas fait je ne sais pas pourquoi. Saison. Je sais pas pourquoi. C'est l'impression générale. Maintenant, sur les 67 matchs qu'il a disputés cette saison, il en a gagné 54 pour 13 défaites. Oui. Est-ce que son jeu est plus enclin à lui donner des pépins physiques comme l'était celui de Nadal? Oui, évidemment. La vitesse qu'il a, la force qu'il a, etc., etc. C'est sûr qu'on aura l'impression qu'il va se blesser plus facilement que quelqu'un d'autre. Mais on a dit ça il y a 20 ans de Nadal et il a arrêté il y a un mois. Ouais. Bon, il a eu des pépins pendant sa carrière, on est bien d'accord. Mais je pense aussi qu'un mec comme Alcaraz, je pense qu'il va mieux gérer ça. Je pense qu'un mec comme où l'entourage d'Alcaraz va faire attention, qu'il ne va pas se blesser pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je pense qu'Alcaraz va choisir les tournois qu'il va jouer. Nadal, par exemple, dès que c'était sur terre battue qu'il jouait, il jouait Monaco, il jouait Barcelone, il enchaînait toutes les semaines. Et le problème, c'était un problème lui qu'il avait, il les gagnait tous. Ouais. Donc il faisait 5 matchs par semaine à chaque fois, mais il arrivait à Roland aussi 7. Et donc, il arrivait à Roland quand même en pleine forme. Hein. Ah oui, il arrivait en pleine forme, mais je pense que l'enchaînement, je sais aussi par exemple, Nadal une année a gagné Roland, le lendemain il était à Halle, au Queens, il s'entraînait sur gazon. Alors que j'ai envie de dire, mais tu ne dois pas du tout t'occuper du gazon. Moi j'ai envie de dire, quand tu gagnes Roland pour la xème fois, j'imagine que le dimanche après tu vas manger un bout avec le staff ou tu vas même boire un verre moi j'aurais fait ça, je pense. J'aurais pas pensé de prendre un bateau ou prendre l'avion vers l'Angleterre. Le lundi à 11h il est à Londres et il commence à s'entraîner sur gazon. Ça montre aussi, ça prouve la motivation, le professionnalisme et tout ça. Moi j'ai l'impression quand tu gagnes un grand chelem pour la xème fois, il est temps peut-être de décompresser, donne-toi en moins 5 jours. Mais il y avait Wim derrière, il fallait enchaîner. Oui, je sais donc la différence entre un gagnant et moi, c'est ça. Moi je sais que j'aurais pas été au Queens. Moi je sais. Après avoir gagné Roland Garros, j'aurais pas été au Queens. T'aurais bu quelques bières. Hein. Moi j'aurais pris le train Thalys, Paris, Bruxelles. Quelques jours, c'est sûr. Alors, il y a un joueur dont on a parlé tout à l'heure brièvement, mais c'est vrai que c'est le dauphin pour la première fois de sa carrière. Il est numéro 2 mondial, Sacha Zverev. On n'en parle pas beaucoup parce que, comme tu le disais en intro, il n'a toujours pas réussi à gagner un titre du Grand Chelem, mais il est derrière Sinner, devant Alcaraz. Il n'avait jamais terminé une saison à la 2e place mondiale. Cette saison, l'Allemand de 27 ans a remporté 2 tournois majeurs, le Masters 1000 de Rome. Il a décroché son 6e titre d'ailleurs en Masters 1000 en battant Nicolas Jarry en finale. Et il a gagné le Masters de Paris-Bercy. Et là, il a ajouté un 7e titre dans cette catégorie à son palmarès en s'imposant face à Hugo Humbert. Zverev, cependant, court toujours après ce grand chelem. Cette saison, il est vraiment passé tout près en finale de Roland-Garros. 5-7. On se souvient d'ailleurs de cet incident controversé au 5e set avec une décision d'arbitrage sur une balle jugée faute qui a suscité un peu le débat. Mais il n'est pas loin. Et tu disais, pour toi, cette année, ce sera la bonne ? Je sais. Donc, encore une fois de plus, pourquoi je le dis, je ne sais pas, mais je le vois bien en Australie gagner le titre parce qu'il a le jeu parfait. La surface est assez rapide, le rebond est haut. C'est des conditions pour lui parfaites parce que c'est quelqu'un qui sert en moyenne 70% de première balle à 210, 215. Une fois qu'il a le rythme, pour le breaker, lui, c'est compliqué. Et vu que du fond, il rate quasi pas une balle, tu as l'impression qu'il y en a très peu qui peuvent le battre encore. Et j'ai envie de dire qu'un mec comme Sinner,
Peut-être Zverev a peut-être besoin d'un peu de chance de ne pas jouer contre Sinner la finale par exemple. Mais je me rappelle que Federer a gagné Roland Garros sans battre Nadal. Oui. Alors que c'était la seule chance, à mon avis, qu'il avait gagné Roland Garros, c'était pas le rencontrer. C'est malheureux de dire parce que j'enlève pas du tout quoi que ce soit de Federer. Mais je pense que si Federer avait joué encore 15 fois Roland contre Nadal en 5-7, je pense qu'il aurait perdu 15 fois. C'est malheureux de dire. Mais parfois, tu as besoin d'un petit coup de chance, entre guillemets, pour remporter quelque chose. C'est possible que Zverev a besoin, justement, un mec comme Sinner, peut-être pas en finale. Mais vu qu'ils vont être premier et deuxième, ils vont se rencontrer qu'en finale. Donc, avec un peu de chance pour Zverev, Alcaraz se trouve de l'autre côté. Et donc, ils vont peut-être un peu se friter entre eux et se fatiguer, etc. Et donc, c'est peut-être une occasion pour lui. Mais oui, quand tu vois l'année de Zverev, toutes les semaines, elle a été bon aussi. Hein. Je pense que quand tu es 2 mondiales, tu joues toutes les semaines, tu gagnes plein. Et il a l'air d'être en bonne voie pour gagner un grand chelem quand même. Oui, tu parles de son année. Il a disputé 90 matchs en 2024. Il totalise 199 heures sur le court, soit une moyenne de 2h13 par match, le plaçant en tête du circuit ATP pour le temps passé en compétition cette saison. Et il a égalé un exploit rare en atteignant les 8e de finale dans les 9 tournois Masters 1000 en une seule saison. Une performance précédemment réalisée uniquement par Nadal, par Djokovic et par Thomas Berdych. L'année passée, à l'Australian Open, il avait été jusqu'en demi-finale, mais battu par Daniil Medvedev. Voilà, il a par contre cette année été sorti en 8e de finale à Wimbledon et en quart de finale à l'US Open, chaque fois battu par Taylor Fritz. Taylor Fritz, c'est aussi un peu l'invité surprise de ce top 5 mondial. Surprise, oui ou non. Je pense que c'est quelqu'un qui impose son jeu à partir du moment qu'il a trouvé son rythme. Lui aussi, il est très dangereux. Il se pose pas trop de questions. Fritz, il y va, il attaque. Il préfère pas trop défendre. Et donc, à partir du moment qu'il arrive à s'imposer sur un terrain, c'est très compliqué de s'en sortir. Et pour moi, c'est pas une surprise, Fritz, qu'il est là. C'est quoi ses forces? Il ramasse de fond. Oui, il retourne incroyablement bien. Il est agressif sur les 2-3 coups de chaque point. Il est très agressif. Donc, on va dire que beaucoup de gens vont dire qu'il joue tout ou rien. Mais à partir du moment que tu es 5 au monde, c'est beaucoup de tout quand même. C'est quasiment rien. Ouais. C'est jamais rien. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Il impose son jeu. Il part de son jeu et il lâche pas son plan de jeu. Et il ne se pose pas la question parce qu'on peut très bien se poser la question quand c'est 4-4-30 partout, quand tu as une balle courte en coup droit, il y en a plein qui vont se poser la question, coup droit, revers, est-ce que je dois monter, coup gagnant, oui ou non, et finalement tu hésites et tu la rates. Lui, tu as l'impression qu'il n'hésite jamais. Il y va. Et quand il la rate, au moins il a été à 100%. Donc je pense que lui, il a moins de regrets dans ces moments-là que certains d'autres joueurs. Ouais. 4e mondial en cette fin d'année, finaliste de l'US Open et des ATP Finals de Turin. L'Américain a réalisé vraiment une saison pleine. Il a atteint pour la première fois les quarts de finale à Melbourne, battant notamment le 7e et finaliste de l'année précédente, Stefanos Tsitsipas, en 4-7. Roland Garros, il a franchi le cap du 4e tour pour la première fois de sa carrière, démontrant une nette amélioration aussi de son jeu sur terre battue. À Wimbledon, Fritz a également égalé sa meilleure performance en atteignant les quarts de finale et confirme sa constance sur cette surface. Et à l'US Open, il a réalisé une percée majeure en atteignant sa première finale de Grand Chelem, devenant le premier Américain à accomplir cet exploit depuis Andy Roddick. C'est vrai qu'on n'entend pas spécialement, c'est pas le plus populaire des joueurs du top 10 mondial. Oui, non, puis c'est pas non plus le jeu qu'on a envie de voir. Je dirais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas voir son style de jeu. Bon, après, chacun est différent, le caractère est différent. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer Alcaraz parce qu'il est encore jeune et c'est pour ça peut-être qu'il ne gagne pas tout encore. C'est qu'il fait un peu le foufou parfois. Il fait entre guillemets des conneries encore sur le terrain parce qu'il va rater des balles que d'autres vont pas rater. Un mec comme Sinner, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le regarder. C'est chiant parce qu'il fait que coup droit revers et il bouge gauche-droite et il rate pas une balle. Mais Djoko aussi, mais il y en a plein qui n'aiment pas, qui n'aiment pas Djoko pour cette raison-là. Il y en a qui ont adoré Nadal parce que il y avait tout le temps autre chose. Djokovic, Sinner, tu sais ce qui va se passer et c'est trop fort. Donc
il n'y a pas d'exploit. Quand Djokovic ne sort pas à un moment donné de ses vestiaires, ou Sinner ne va pas sortir des vestiaires avec une tactique il ne va pas faire une fois, deux fois isolé par le jeu parce qu'il sent que du fond c'est pas assez bon. Ben non, parce que du fond il est tellement bon qu'il n'a pas besoin d'aller faire une volée, façon de parler. Et alors pour terminer sur Taylor Fritz, il avait atteint les ATP, la finale des ATP Finals, on l'a dit, devenant le premier Américain à le faire depuis James Blake en 2006. Mais à Turin, il s'est incliné comme à l'US Open face à Yannick Sinner, encore une fois. Tu sais qui est le dernier Américain à avoir remporté le Masters de fin de saison? Attends. Dernier Américain, c'est pas Roddick parce que je pense qu'il ne l'a jamais gagné. Petit indice, ça remonte quand même. Ça remonte encore, non? Ça doit être Agassi ou Sampras, j'imagine. Sampras. Voilà, c'est un des deux. Il essaye de regarder. Non, j'ai pas regardé. Non, Roddick, je sais, non. Après, avant Roddick, il y avait personne. Fish, Blake, tout ça, ils n'ont pas eu l'occasion de faire ça. Non, mais tu as raison. C'était Sampras. Quelle année? 1999. Ah. Oui, c'est bien. En 2000, fort. Elle a gagné son dernier Wimbledon, donc c'est pour ça. Je me disais peut-être là. Oui, tu vois, t'étais pas loin. Il y en a d'autres que tu aimes bien voir jouer dans le top 10 mondial, mieux que Fritz ou... Est-ce que Shelton est déjà dans les 10? Non, il n'est pas dans les 10. Donc, moi, j'aime bien Ruth. J'aime bien jouer Ruth parce que j'aime bien la façon comment il est. Bon, Dimitrov, je pense que tout le monde adore. Rublev, moi, j'aime pas trop. Mais je trouve ça très impressionnant ce qu'il fait. Mais bon, ça, c'est nouveau. Ma vision, c'est mon œil qui dit j'aime moins. Ou j'aime plus. C'est vrai que Ruud, il a une constance, c'est hallucinant. Oui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'après Roland Garros, à chaque fois, il va jouer au golf parce que c'est le gazon qui arrive et qui se prend 3-4 semaines, entre guillemets. On parlait d'Esverev, le nombre de matchs qu'il a fait. Je pense que s'il veut gagner un grand chelem, il faut peut-être enlever 1 ou 2 tournois quelque part. Un mec comme Sinner ne joue pas toutes les semaines. Hein. Il y en a qui se plaignent du calendrier, qui disent qu'il y a trop de tournois ou quoi. La réponse de Sinner est très facile. Tu joues quand tu as envie. Si tu estimes qu'il y a trop, tu joues pas. Personne ne t'a obligé d'aller jouer. Personne ne t'oblige de faire le 250 d'Anvers ou de Stockholm, peu importe lequel. C'est ton choix. Si tu as envie d'y aller, tu as envie d'y aller. Après, tu ne dois pas te plaindre, tu es fatigué. C'est ton choix d'y aller. Personne ne t'oblige d'y aller. Oui, c'est clair. Et Casper Ruud, il a montré qu'il était bon à la fois sur dur. Oui, il s'est amélioré. Il s'est amélioré sur dur. Sauf sur gazon, je pense qu'il garde toujours. Je pense qu'il joue déjà beaucoup mieux là-dessus. Mais je pense qu'il ne se donne pas vraiment une chance d'encore d'être mieux. Et bon, ça, c'est le choix de chacun. Et alors, il y a aussi Daniil Medvedev, dont on n'a pas parlé. Il est dans le top 5 mondial en cette fin d'année. Il a vécu une année quand même un peu frustrante. Il a d'ailleurs complètement fissuré en fin de saison et a affiché un manque de sérieux au Masters de Turin avec ce comportement assez inacceptable contre Taylor Fritz. Il avait déclaré après pour se défendre « Je veux juste que cette année se termine. Je ne prends aucun plaisir sur le court ». C'est une attitude que tu aurais pu encore avoir, ça, non? Mais pire que ça, hein. Je pense que ça c'est très gentil, hein, ça. J'aurais pu l'avoir, je pense que je l'ai eu. Je pense que c'est même pas que j'aurais pu, je pense que je l'ai eu plusieurs fois d'ailleurs. Non, mais Daniil, je connais très bien le coach de Daniil. Gilles, je connais très bien, je parle beaucoup avec lui de tout et de rien. Et je sais un peu ce qu'ils essayent de travailler, je sais où je vois de loin ce qu'ils essayent de faire. Et Daniil, oui, c'est un caractère un peu spécial, mais je pense que c'est une des raisons pourquoi il est là, c'est justement parce qu'il a quelque chose de créatif en lui. Après, je peux comprendre que lui, il a l'impression, comme Zverev l'a eu pendant longtemps, après, on va dire Djokovic, Federer, Nadal, il s'est peut-être dit, c'est à moi après. Et là, il se trouve avec deux gars qui, entre guillemets, ils font chier pour lui, parce qu'il a l'impression que peut-être encore d'être plus loin qu'avant. Et donc, ça peut jouer. Je pense que Gilles et Daniil, ils essayent de trouver une solution pour aussi battre ceux-là. Et ça passe par des moments très difficiles. Je pense que c'est très frustrant pour un mec qui, évidemment, quand tu es 5 au monde, nous de l'extérieur, on dit, mais tu es 5 au monde, qu'est-ce que tu te plains? Mais celui qui est 5 au monde veut monter 3. Celui qui est 3, il veut 2. Lui qui est 2, il veut être 1. Et il veut gagner le Masters, il veut gagner le Grand Chelem, il veut tout gagner. C'est comme ça. Donc, il a peut-être l'impression qu'il est un peu plus loin. C'est frustrant. Et bon, je suis certain que ces deux-là, Daniil et Gilles, ils vont bien travailler ensemble. Et l'année prochaine, on parlera d'eux encore. Et un mec comme Medvedev, il n'a pas besoin de grand-chose non plus pour gagner un grand chelem. Hein. Comme l'Australie, c'est lui qui menait 2-7-0 cette année en finale. Contre Sinner. Et puis donc, regarde, je pense aussi qu'un mec comme Medvedev, il faut un peu le titiller. Je pense que quand tu lui donnes un peu une petite carotte ou quoi, je pense qu'il a près de la mordre. Et moi, en tout cas, je souhaite qu'ils gagnent encore parce que j'adore tellement la façon comment ils sont à deux. J'adore Gilles et pourtant, il le traite mérite pas super bien. Hein. Si.
Allez, Gilles se fait quand même souvent... Je ne sais pas si c'est souvent, mais je veux dire... J'ai déjà vu Medvedev à l'action. Oui, ok, moi aussi. Mais moi, je l'ai vécu avec mon joueur. Je pense qu'il y a plein de coachs qui l'ont déjà vécu avec leurs joueurs dans les deux sens. Ça va, hein. Je veux dire, moi, j'ai déjà, entre guillemets, maltraité mon ancien joueur. Il m'a déjà maltraité, comme Dani le fait avec Gilles. Mais ils ont une complicité. Ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller, façon de parler. Et si ça va trop loin, ils ont une discussion. Et voilà. Mais... en même temps, ils ont eu des fameux résultats ensemble quand même. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça fonctionne. Et cette année, l'Open d'Australie, il a atteint la finale après des grosses victoires, notamment un retour de 2-7-0 aussi contre Zverev en demi-finale. Mais il s'est incliné en 5-7 face à Yannick Sinner et est devenu par la même occasion le premier joueur de l'Air Open à perdre 2 finales de Grand Chelem après avoir mené de 7-0. La seule stat qui fait mal. Oui, ça c'est la stat que tu n'as pas envie d'avoir. Mais... Alors à Roland-Garros, il a été éliminé en 8e de finale par Alex de Minaur en 4-7. Wimbledon, il atteint les demi, il s'incline face à Carlos Alcaraz en 4-7. Et à l'US, il a été battu en quart par Sinner en 4-7, portant le bilan à 8-7 en faveur de Sinner. Ça se complique. Complètement. Parce la tendance est complètement inversée. J'imagine que les autres ont trouvé quelque chose contre lui et que lui, maintenant, ça lui de trouver maintenant. Un truc technique, un truc tactique, ça lui trouvait. Mais bon, moi je trouve la stat qu'il a fait demi-finale à Wimbledon, je la trouve très impressionnante. Parce que Talon s'est entraîné avec Daniil la semaine avant Wimbledon, parce qu'on s'était donné rendez-vous là-bas. Et je peux vous garantir que c'était pas facile le gazon pour Daniil à ce moment-là. Et c'est là que moi je vois que c'est un gagnant, c'est un battant. Il va essayer de tout faire pour gagner. Et parce que j'ai dit, il jouait bien sur gazon, mais j'avais pas l'impression qu'il allait faire demi-finale. Et pourtant 2 semaines après, il était en demi-finale. Et donc pourquoi, dans quel sens tu disais que ça marchait pas bien sur gazon? Ça marchait pas très bien, ce qui servait pas très bien, sa deuxième balle ça n'allait pas trop. Il estimait que les autres ils jouaient beaucoup mieux que lui, donc j'avais l'impression qu'il avait quand même pas mal de doutes avant que Wimbledon commence, mais quand tu vois après qu'il fait demi-finale, c'est parce qu'il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. C'est un battant et c'est un guerrier, il lâche rien. Et oui, évidemment. Nous, on va retenir, ou la télé, ou les journalistes, ou peu importe qui, eux, ils retiennent le fait qu'au Masters, il a déconné pendant, on va dire, 2 minutes ou 1 minute, ou peu importe le temps. Mais si on va voir le nombre de points, le nombre d'heures, le nombre de minutes qu'il a été sur le terrain, qu'il a été exemplaire, je pense que c'est beaucoup plus impressionnant, ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il fissure quand même pas mal. Mais il y en a plein qui fissurent plus que d'autres. Je veux dire, parce qu'on a eu l'habitude que Nadal, il fissurait jamais. On a l'habitude. Sinner, il n'a pas l'air de fissurer un jour ou à un moment. Non. Mais le jour qu'il va le faire, je pense qu'Alcaraz l'a eu cette année à Cincinnati. Il a claqué sa raquette. Cincinnati contre mon fils, je crois. Il s'est excusé après. Mais c'est là que nous, on voit qu'il reste humain. Nous, c'est malheureux de dire, moi j'aime bien voir ça parce qu'au moins on voit qu'il est un peu humain, qu'il a quelque chose en lui, la frustration, il arrive, elle a atteint aussi son corps, tu vois. C'est clair, mais bon, malgré les 67 matchs disputés, Medvedev n'a remporté aucun titre en 2024, donc 46 victoires, 21 défaites, et j'en parlais tout à l'heure, donc la tendance qui s'est complètement inversée, parce que Sinner a compris comment il devait battre Medvedev. Maintenant, il mène 8-1 dans leurs 9 dernières confrontations. J'imagine que Sinner est devenu plus fort avec l'âge, avec l'expérience, tout ça. Est-ce qu'il joue beaucoup mieux? Je dirais pas que c'est beaucoup mieux. C'est impossible qu'il joue 30% mieux qu'avant. Ça sera 1 ou 2%. Il a quand même progressé il a progressé. Filet notamment. Il va mais est-ce qu'il va au filet contre Medvedev? Je ne sais pas. Je dois avouer que je ne sais pas ce qu'il fait comme tactique. Moi, je sais que quand Talon avait joué contre Sinner à Miami, Talon aussi était à 2-3 points de la victoire, mais pour une raison ou l'autre, tu la gagnes pas. Parce que l'autre, il joue mieux sous pression. Donc, il y a des joueurs qui jouent mieux aussi sous pression. Maintenant, encore une fois plus, qu'est-ce qu'il a fait que Daniil n'arrive plus à le battre? C'est peut-être aussi un truc mental à un moment donné. Oui, parce que maintenant, quand il voit arriver Sinner devant lui, ça va déjà être moins drôle, ça, du coup. C'est quand même, ce serait intéressant de voir ça en quart ou en demi de l'Australian Open. Oui, et puis il faut surtout essayer de comparer. Si ça arrive, il faut essayer de comparer les éditions avant. Par exemple, si maintenant, on va dire le 10 janvier 2025, ils se rencontrent et qu'on voit que Medvedev a fait complètement autre chose. Peut-être ça n'a pas payé, mais ils ont essayé quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Ils savent très bien que ça, c'est pas la bonne chose à faire. La prochaine fois, on fera de nouveau autre chose.
Et c'est ça aussi le travail d'un coach, c'est le travail d'un joueur, c'est le travail d'une équipe. Ok, pourquoi ça fonctionne contre un et pas contre l'autre? Et ben, si ça fonctionne contre un, il faut essayer que l'autre fonctionne aussi, ou tu t'adaptes. Et ça, c'est le rôle du coach. Est-ce qu'il ne doit pas faire évoluer un petit peu le jeu de Daniil? Je pense qu'il a déjà fort évolué. Quand tu as été numéro 1 mondial, tu es toujours 5 au monde. Dans quel secteur tu penses qu'il a pu évoluer? Il resserre très bien de nouveau, je trouve. Très précis. Hein. Oui, c'est très précis. Mais aussi, il fait presque 2 mètres. Il ne fait pas 90 kilos en même temps. Je pense qu'il est tout léger. Ouais. Donc, je pense qu'il a évolué dans tous les sens. Je pense qu'il retourne mieux qu'avant. Il fait tout mieux. Il joue un peu plus vers l'avant. Il essaye. Donc je pense qu'ils essayent de faire des choses. Mais après aussi, le joueur a besoin du temps pour que ça se mette en place. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu commences à travailler avec un joueur, peu importe le niveau, ce serait très étonnant que les résultats suivent dès le premier jour. Ouais. Ça serait, si tu veux changer quelque chose, si tu veux adapter quelque chose, ce serait très bizarre que tout en une fois tombe. Ouais. Enfin, Gilles et Daniil, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Oui, donc je pense pas qu'ils s'inquiètent. Non. Ouais. Alors le dernier dont on n'a pas parlé, c'est évidemment Novak Djokovic, les JO, et puis c'est tout. Le titre qu'il manquait à son palmarès. Par contre, si on reprend un petit peu, à l'Open d'Australie, il a atteint les demi-finales, il s'est incliné face à Sinner en 4-7. Cette défaite a mis fin à sa série de 33 victoires consécutives à Melbourne. À Roland-Garros, après avoir atteint les quarts, il a été contraint de se retirer en raison d'une blessure au genou, marquant sa première absence en demi-finale à Paris depuis des années. À Wimbledon, il a atteint la finale, mais battu en 3-7 par Carlos Alcaraz, et ce qui a empêché le Serbe de décrocher un 8e titre record à Londres. Et puis à l'US Open, il a été éliminé au 3e tour par Alexei Popyrin, marquant sa sortie la plus précoce dans ce tournoi depuis 2006. Alexei, le poulain de Xavier. Oui, j'allais justement dire, je vais rien enlever du match de Popyrin ou de Xavier ou quoi, mais là, c'est vrai que ce match-là, je l'ai vu et ça n'avait pas l'air d'être très très bon. Ça. Mais c'est aussi le contre-coup. Ce que j'ai dit avant les JO, ceux qui font les JO, ceux qui jouent bien aux Jeux Olympiques, ils vont avoir une tournée, on va dire, merdique aux États-Unis. Le seul qui a bien joué la tournée après les Jeux Olympiques, c'était leur Fritz. Il a aussi été médaillé. Oui, donc c'est le seul qui a réussi à continuer à faire des résultats. Ceux qui ont bien joué aux Jeux Olympiques, après, ils ont eu très très dur pendant certaines périodes. Bon, après Djokovic, ça se comprend. Ouais. Quand tu vois la réaction qu'il a quand il gagne les Jeux Olympiques, quand tu vois comment il est. Bon, c'est déjà un héros dans son pays, mais là, je pense qu'il a encore passé un petit cap. Ouais. Donc, je pense que la pression qu'il s'est mis lui-même pour avoir cette médaille d'or. Mais je pense qu'il a travaillé toute l'année pour ça, ou les 6 premiers mois, il a travaillé pour ça. Donc, oui, il n'a pas gagné de titre ATP, tout ça, mais je pense que si tu lui poses la question si ça le dérange, je pense que ça n'a pas l'air de le déranger, ça. Oui. Et maintenant, on va avoir en plus droit à cette nouvelle collaboration sortie de nulle part entre Andy Murray et Novak Djokovic. Ça t'a étonné, cette histoire-là? Ça m'a étonné, oui, évidemment, parce que je ne savais pas que Murray avait l'ambition de coacher quelqu'un ou quoi que ce soit. Bon, qui va coacher quelqu'un, à la limite, ok, mais que ce soit Djokovic, on va voir maintenant si maintenant Murray va peut-être adapter quelque chose ou qu'il va faire un truc tactique, parce que j'imagine que les deux, ils ont une vision du tennis, je dirais, ça peut pas être la même, mais elle va pas être complètement différente non plus. Donc est-ce que Murray va pouvoir donner des choses tactiques à Djokovic pour battre Sinner plus facilement ou Alcaraz ou quoi? Possible que Murray sait des choses. Il les connaît par cœur quand même. Oui, mais pour une raison ou l'autre, il perd quand même. Donc il va peut-être quand même chercher quelque chose chez quelqu'un qui pourrait éventuellement l'aider. Donc lui doit croire que Murray va lui donner des choses ou qu'ils vont travailler certaines choses, je sais pas. Ça, on va voir déjà nous-mêmes la première semaine de l'année s'ils ont fait quelque chose ou non. Oui, alors il va à Brisbane, Djokovic. Assez étonnamment, il ne va pas à la l'ATP Cup qui tombe 5 jours plus tôt. Donc c'est peut-être aussi ça le choix du calendrier. Mais on a l'impression qu'il vient faire un petit tournoi préparation avant pour se mettre un peu de match dans les jambes et peut-être gagner un titre, ce qu'il n'a plus fait depuis combien de temps de jouer ce genre de tournoi-là? Je ne sais pas depuis combien de temps il n'a plus fait, mais bon, l'année passée, il a fait aussi Genève la semaine avant Roland-Garros. Parce que Talon l'a joué en quart de finale et il était là aussi. Et bon, là, on avait déjà vu qu'il jouait bien, mais c'était pas le Djokovic qu'on attendait avant un grand chelem. Donc, mais bon, il se préparait pour les Jeux Olympiques. Donc, il a fait des choix cette année déjà différentes que les années précédentes. Mais je pense que ses objectifs sont différents maintenant. Avant, il allait pour tous ces grands chelems. Je pense qu'en 2024, il a mis pour les Jeux Olympiques.
une semaine. Mais qu'est-ce qu'il a encore envie maintenant d'accomplir? Il a tout gagné. Et il a tous les records. Bah ça, il faut l'inviter à ton podcast et voilà. Mais je compte sur toi pour m'aider un peu. Ça va être compliqué. Ça. mais je sais pas ce qui lui pousse. Ouais. Mais quelque chose lui pousse quand même. Bon, il a l'air de prendre plus plaisir quand même déjà. Ah ouais? Parce qu'avant, il rigolait quand même pas beaucoup. Maintenant, quand il va faire un double avec Kyrgios la première semaine de l'année et tout ça, ça jamais de la vie il aurait fait il y a 3-4 ans. Jamais de la vie. Il a besoin de se redonner une image un peu plus rigolote. Possible aussi que voilà, il sait aussi que bon, il y a Nadal et Federer qui ont pris énormément de place au niveau de l'image. Et que bon, lui il était toujours un peu derrière, même s'il gagnait, il a tous les records, donc on peut plus rien dire sur les autres. Mais c'est vrai qu'au niveau image, ça peut un peu le changer. Bon, après moi, je regarde pas son image, je regarde pas s'il rigole, il rigole pas. Il a tout gagné. Je pense qu'il faut respecter ce qu'il a fait et il mérite ce qu'il a. Et voilà. Après, si maintenant il trouve encore dans Murray quelque chose qui peut encore le rendre plus fort, bah ça serait chiant pour nous, quoi. J'ai quand même envie de voir l'association. Si Djoko commence à péter un câble, comme il a pu le faire sur Ivanisevic dans les tribunes, voir Murray, ça, je donnerais n'importe quoi. On espère tous qu'il va péter une casse sur le terrain. On va voir la tête d'Andy pour dire ce que tu fais, quoi. Parce que Murray, c'est pas le plus grand c'est pas un très bon caractère non plus. Hein. Je pense que Murray a fait un peu dans un autre sens avec son équipe aussi. Il était très compliqué pendant les matchs. Il a été très dur. Ouais. Donc ils peuvent peut-être se rendre la vie très dure aussi, où ils se sont dit, les gars, on va faire un an ensemble, on va rigoler un peu, et voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais une fois qu'il sera en quart de demi-finale d'un Grand Chelem, il va moins rigoler quand même, je pense. Il va quand même essayer d'être là pour gagner. Et tu penses qu'il peut ressusciter en 2025? Parce que c'est Yves Simon, je pense, qui donnait Djokovic favori pour l'Open d'Australie. Quand tu regardes les années précédentes, tu es obligé de le mettre. Je veux dire, quand tu gagnes, combien de fois il a gagné ça? 10 fois, donc. Et il a fait combien de finales? Donc logique que tu vas le mettre lui. Mais non, il peut être favori à partir du moment que lui décide qu'il veut gagner. Je pense pas qu'il arrive encore. Il peut pas arriver là prêt à 90%. Il doit être à 100% parce que je pense que un mec comme Zverev, Sinner, Alcaraz, ce sont des gens qui savent maintenant qu'ils peuvent le battre aussi. Avant, il y avait plein de moments, plein de joueurs. Je veux dire, moi, je vois très bien rien à voir, mais quand moi je jouais contre Nadal, je savais que j'allais perdre. Donc, mais non, comment si je le savais. Peut monter sur un terrain sachant qu'on va perdre. Mais moi j'avais ça, mais je pense qu'il y avait 80% des joueurs sur terre battue qui se disaient la même chose que moi je me suis dit. Donc, il y a aussi plein de matchs que Nadal à l'époque sur terre a gagné. Parce que l'autre jouait pas, parce qu'ils n'avaient aucune chance. Donc ça aussi, ils ont créé quelque chose. Moi, je joue Federer demain. Allez, ça part. Tu joues contre qui demain, Nadal? Oula. On a le même truc. Demain soir, on se voit à la réception au bar. Façon de parler, on se disait, en rigolant, on disait ça. Mais oui, il y a eu plein de moments que ces trois-là, ils ont créé quelque chose que les autres, on va dire les 90 autres qui étaient là, ils disaient, il y en a très peu qui se sont dit, allez, je prends le challenge, on y va. Djoko l'a fait. C'est là leur erreur. Oui. Je fais plein d'erreurs. Je ne suis jamais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est l'erreur. Mais moi, je comprends cette situation-là. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que Djokovic a un petit peu raté le train cette année et que les autres ont une petite longueur d'avance sur lui. Et que maintenant, c'est lui qui doit courir un peu derrière les deux autres. Il ne faut pas sous-estimer cette petite bête, je pense. Ah non, mais non, sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer, non, parce que la preuve, c'est qu'il a dit qu'il voulait gagner les Jeux Olympiques, il a gagné. Ouais. Donc après, on ne peut rien lui dire. On ne peut pas lui dire, ouais, mais tu n'as pas gagné ça. Il a dit, moi, je veux les Jeux Olympiques, c'est tout ce qui me reste. Oui, la finale des Jeux Olympiques est l'un des matchs les plus magnifiques de l'année. Et c'est bizarre de dire, ok, ils étaient tous les deux en larmes. Bon, un qui a gagné, l'autre ne savait même plus parler, ne savait même plus faire une interview, tellement qu'il était émotionnel. Et pendant des semaines et des semaines, il n'était pas très bien. Alors qu'il y en a un qui avait le sourire. Je pense qu'il a le sourire ravi, là. J'espère pour lui qu'il a le sourire ravi. Mais... oui, donc, lui, il s'est mis un objectif et il l'a atteint. Qu'est-ce que tu veux lui dire qu'il a perdu contre X quelque part? Bah ouais, je sais. À Genève, je l'ai vu jouer, il jouait pas très très bien. Il y avait largement la place pour le battre. La preuve, c'est qu'il n'a pas gagné le tournoi à Genève. Mais bon, c'est quoi 5 semaines après, il avait la médaille d'or. Et celui qui l'a battu à Genève, on n'en parle même pas. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas quel objectif il s'est fixé. Peut-être que dans sa tête, il s'est fixé de réaliser le Grand Chelem qu'il n'a jamais réussi à réaliser.
Bah si maintenant pour 2025 il s'est mis ça, ça va être compliqué pour les autres. Oui, ça pourrait être amusant de suivre ça. Mais voilà, écoute, on arrive tout doucement à la fin de ce tour d'horizon de l'année 2024. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont épaté et qui tu verrais bien faire une percée dans le top 10 mondial? Je pense notamment à Hugo Humbert qui a déclaré dans une interview qu'il était capable d'aller dans le top 10. Oui. Tu fais non de la tête. Non, j'ai dit non parce que voilà, ça, non. Pourquoi? Bah oui, trop léger? d'un côté oui, d'un côté non. Je pense qu'il y a eu trop de semaines pour lui cette année qu'il est un peu passé à côté. Je pense qu'il y a que 10 places. Hein. Ouais. Et j'ai l'impression que Shelton va arriver. Je ne sais pas s'il est en 11, il est juste derrière. Il ne va pas revenir. Non. Je pense pas qu'il va aller dans les 10 de nouveau. J'ai l'impression que lui là par contre, si on peut dire quelqu'un qui a raté un peu le train, j'ai l'impression que lui il l'a un peu raté. Mais pourquoi ou comment, je sais pas. Il fait partie un peu, comme tu expliquais tout à l'heure, de cette génération de Medvedev qui ont vu pas venir les autres après les trois monstres et qui se dit mais c'est pas lui c'est vraiment le gars aussi qu'on s'est dit il va gagner plein de trucs et finalement il a gagné rien. Non. Mais bon, t'es 11 au monde donc il faut jamais enlever ce qu'ils ont gagné. Mais je dirais on va jamais parler de Tsitsipas, malheureusement, dans 10 ans. Monte Carlo. Oui, mais Monte Carlo, on va dire Monte Carlo qui a gagné, Nadal a gagné 14 fois, je sais pas combien. Ouais. On va dire ça, on va jamais dire Tsitsipas a gagné en 2024 entre les deux, parce que Nadal ne jouait pas. Ça, ils vont dire. Les gens vont dire dans X années, ouais, mais il jouait Nadal, non? Il était blessé. Ah ouais, bah voilà. Il fallait bien un autre. C'est horrible. C'est horrible de parler comme ça, mais les gens sont comme ça. Donc, je pense que Shelton, toi. Shelton va aller dans les 10 et j'ai dit que Mickelson va aller dans les 20. Wow, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Alors là, ils en ont 3 au Masters de la Next Gen. Ouais. Dans le. Maintenant, Masters. Avec les continents qu'ils ont, j'ai envie de dire, c'est normal. Ils n'ont rien fait pendant 20 ans. Ouais. Je veux dire, moi, c'est logique que les Américains gagnent des choses. T'as vu comment c'est grand. Ouais. C'est logique que les Belges ne vont pas gagner avec le petit pays qu'on a. Je veux dire, avec les moyens du bord qu'on a, que ce soit belge ou que ce soit allemand, ou peu importe français, bon les Français ont plus de moyens ou les Anglais parce qu'ils ont le grand chelem. Je veux dire, la Belgique réussit vraiment très très bien par rapport aux moyens qu'on a, qu'on se donne, qu'on donne à nos jeunes. Donc eux ils font très très bien. Les Américains, moi ça m'étonne pas. Qui vont avoir de nouveau 3, 4, 5 gars dans les 20. Ouais. C'est pas étonnant ça. Et chez les filles aussi, c'est incroyable. Il y a Tommy Paul aussi qui traîne encore. Mais Tommy Paul, c'est aussi. On parle pas de Tommy Paul, mais il est toujours là. Hein. Oui, tout le temps. Mais on parle pas de lui. Mais il a remporté la médaille avec Taylor Fritz en double messieurs. Voilà, exact. Et il y a une défaite de Tommy Paul, je crois en finale d'un des Masters contre Taylor Fritz, où il joue contre son pote parce qu'ils sont très amis. Ouais. Et c'est Fritz qui l'emporte sur Paul. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Lehečka va aller dans les 20. Lehečka? Je pense qu'il va aller dans les 20. Mais j'attends Mickelson. Je prends le pari maintenant avec qui. Peu importe qui, je prends le pari. Pourquoi son Parce que jeu je le trouve monstrueux. Je l'ai vu travailler toute l'année. Et c'est très très rare que je félicite un joueur avec qui je ne travaille pas. C'est très très rare. Et lui, pendant l'année, j'ai été lui dire que j'ai été très impressionné par toute l'année qu'il a faite et que je suis certain qu'il va aller dans les 20. Ouais. Il sait que je lui dis parce qu'il était même étonné. Et je le dis parce que c'est le seul Américain qui a joué sur terre battue toute l'année. Oui. Il a été à Genève, je l'ai vu, et il a perdu des matchs 6-1, 6-1, 6-2, 6-2. Vraiment que tu te dis, allez. Et à la fin, quand il joue sur terre, il commence à comprendre le jeu. Et je suis certain qu'il a eu des bonnes performances sur dur après, parce qu'il a travaillé sur terrain incroyable. Il a appris à défendre, il a appris un peu à attaquer, il a appris à utiliser plus le terrain. Et c'est un gars en plus, il travaille avec Ginepri maintenant, qui connaît très très bien le circuit. Je pense qu'ils vont faire des choix très intelligents. Je pense qu'il sert bien, il retourne bien, il comprend le jeu. Moi je le trouve très 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 bon celui-là. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans qu'il sera dans les 10. Allez, on retiens. Allez, on met 50 €. On met 50 € qui joue avec moi. Et on a Joao Fonseca aussi, qu'on a vu tous les deux à Bologne, qui est en train de performer là au Masters de la Next Gen. Non, pas autant que ça? Mais il faut plus de temps pour lui. Oui, c'est pas cette année que ça va aller. Il va pas aller dans les 20. Hier, je crois, mais c'est un match. Je dis pas qu'ils sont capables de battre n'importe qui sur 1h30, 2 heures de temps. Ils sont capables. Tout le monde est capable de battre n'importe qui. Je veux dire, c'est pas une question d'être bon ou pas bon. Ils sont tous bons. Mais plus sur la longueur ou quoi? Je pense que oui. Je pense que lui,
Sur gazon, ça m'étonnerait qu'il va prendre beaucoup de points. En indoor, bon là tu vas me dire contre Fils en indoor, mais ouais, il jouait quand même bien en Coupe Davis aussi, il faut être honnête. Oui, en Coupe Davis, il a... Mais il faut enchaîner des matchs. Hein. Je dirais il faut les enchaîner. Donc les enchaînements pour des jeunes comme ça, je pense qu'il a besoin un peu de temps. Mais évidemment, c'est quelqu'un dans le futur, on va aussi le mettre dans les 20. Quelqu'un d'autre va le mettre, c'est pas moi. Dis, juste un petit mot avant de te quitter par rapport à David et la fin de saison formidable de David Goffin. C'est quand même incroyable hein, ce qu'il parvient encore à faire, atteindre, il est à 2 places du top 50 maintenant, avec l'année qu'il a connue. Donc pour moi, je vais directement dire que c'est pas abnormal. Pour moi, c'est logique. Bah, oui, okay. Parce que j'ai dit la simple raison, c'est qu'il a commencé nouveau à travailler. Il a travaillé son jeu. Ouais. Je l'ai vu travailler avec Yanis Demouroutis maintenant depuis, on va dire, c'est quoi maintenant, 6, 7, 8 mois qu'ils sont ensemble. J'ai vu l'évolution évidemment, parce que quand j'étais avec Talon, je voyais David aussi. Je l'ai vu faire des mauvais matchs il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Peu importe la raison. Mais pour moi, avec les capacités qu'il a, c'est logique qu'il est dans les 50 meilleurs au monde. Et qui va monter 30, 40 ou 18 ou quoi, c'est pas moi qui je sais pas donner un chiffre. Tu crois qu'il est encore capable d'aller jusqu'au top 20 ? Il va faire des exploits. Je suis certain qu'il va faire des exploits que peut-être personne s'y attend encore. Ouais. Mais je pense qu'il s'est de nouveau donné une chance de monter. Et il a recommencé à bosser avec la base. Je sais, avec Yanis, j'ai parlé un petit peu dans le passé. Je sais par où ils sont passés, pour quel stade ils sont passés, ce qu'ils ont mis comme objectif, etc. etc. Bah, je pense qu'il a de nouveau travaillé dans le bon sens, je pense, et ça porte ses fruits. Oui, on verra en Australie ce qu'il sera capable de faire. Et puis maintenant, avec sa paternité, il a encore une motivation supplémentaire. Il l'expliquait dans un de mes podcasts aussi, que le fait que peut-être un jour sa petite fille pourra le voir jouer, ça le motive grandement. N'importe quelle motivation peut être bonne pour réussir quelque chose. C'était super intéressant encore une fois de t'écouter. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Hein. Et notre spectateur également, dont j'ai oublié le prénom. Bernard. Bernard. Il y a un ami de Christophe qui est avec nous. Bon, vous ne le voyez pas, il est derrière la caméra, mais voilà, ça nous mettait une petite pression. On avait un public. Très impressionnant. Aujourd'hui. Ah, le voilà, il est là quand même. Voilà Bernard, merci pour tout ton soutien, parce qu'il faisait oui de la tête, il faisait non. Donc voilà, au moins on sait qu'on est écouté par une personne. C'est déjà bien. Et plein d'autres, parce que chaque fois les gens aiment beaucoup ce que tu racontes. Amuse-toi super bien en Australie. Ça va aller, je pense. Envoie-moi un peu de soleil. Ça non, parce que je garde pour moi. Et puis, écoute, on se reverra certainement en Coupe Davis. Oui, logiquement, je devrais être présent. Ouais. À Celt. Oui. Et, bon vent. Merci beaucoup. Fais-nous des exploits en Australie. On va essayer. De toute façon, il ne faut pas revenir pour le BWA Open. Non, ça c'est ça c'est sûr. Ça, on va pas discuter maintenant, je pense. J'ai pas envie d'en rire, mais bon, c'est quand même une grosse perte pour le tennis belge. Oui, tout à fait. C'est une très grosse. Ouais. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous et je vous rappelle que je serai bien sûr présente pendant l'Open d'Australie. Avec Philippe, on vous proposera une petite capsule par jour sur tout ce qui se passera avec les Belges et puis après, durant le tournoi. Peut-être qu'on appellera Christophe là-bas via Zoom, tous les moyens qui nous permettent aujourd'hui de se mettre en communication. Merci d'avoir été au rendez-vous et à tout bientôt. Ciao Christophe. Merci beaucoup.